Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, un fil unique traverse toute l'actualité internationale. Dans 7 dossiers distincts, sur 4 continents, les règles censées contenir les conflits sont en train d'être discrètement réécrites, et ce sans qu'aucune ne soit jamais formellement brisée. À Hormuz, la liberté de navigation garantie depuis la guerre froide pourrait céder la place à un système de péage contrôlé par Téhéran. Entre Washington et Pékin, la guerre commerciale descend des puces électroniques vers le silicium brut et les terres rares, soit les fondations même de notre industrie mondiale. En Ukraine, l'écart entre les besoins de défense aérienne de Kiev et les livraisons occidentales s'élargit chaque semaine jusqu'à ce chiffre, 0 missile intercepté sur 24 heures mercredi dernier. Dans la Baltique, l'article 5 de l'OTAN n'a pas besoin d'être vaincu militairement pour être neutralisé, puisqu'il suffit qu'un scénario de faux drapeau rende l'origine d'une attaque indéterminable, et un drone piégé retrouvé cette semaine à Leipzig vient de le rappeler. À Gaza, comme au Liban, un cessez-le-feu, jamais rompu sur le papier, continue de tuer en moyenne, tenez-vous bien, un enfant chaque jour. À Washington, le président dément publiquement des chiffres que son propre camp documente en interne. Et sur les marchés d'échange, les États-Unis viennent de faire payer un allié pour une décision qu'ils ont prise seuls, sans même l'en informer. 7 dossiers, un seul mécanisme, la règle reste écrite, mais son application se vide de son contenu. Nous allons les décrypter un par un, dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Le détroit d'Ormuz rouvrira, mais la vraie question n'est pas là. Elle est plutôt dans le prix à payer. Et ce prix pourrait rebattre, pour la première fois depuis la guerre froide, les règles mêmes de la liberté de navigation. L'accord se précise, vous le savez, d'heure en heure. Et selon une source iranienne de haut rang et 2 responsables régionaux cités par Reuters, le nouveau modèle donnerait à Téhéran un contrôle accru sur les navires entrant dans le Golfe. Le vice-ministre iranien Kazem Garibabadi conditionne lui toutefois la réouverture au respect par Washington du mémorandum signé en juin dernier. Le point de blocage est documenté par le secteur lui-même, puisque 8 associations maritimes mondiales ont exhorté l'ONU et l'Organisation maritime internationale à s'opposer à tout péage obligatoire. Sur le fond, les positions n'ont pas bougé, 5% pour Téhéran, 3% pour le sultanat d'Oman et 0 pour Washington. Sur le terrain, le trafic dément déjà tout retour à la normale. Le nombre de navires ayant transité par le détroit est tombé à 33 cette semaine contre 50 la semaine précédente selon des données compilées par Kepler. Car par Kepler, on est loin des 130 à 140 navires quotidiens d'avant-guerre. Des raffineurs chinois et indiens cherchent toujours à affréter des navires pour profiter des rabais irakiens, mais aucun affrètement n'a abouti. Les armateurs redoutant la traversée et des sources du secteur jugent le dispositif proposé difficilement applicable, les sanctions américaines et les clauses d'assurance rendant impossible toute coordination avec une autorité iranienne de contrôle. Le rapport de force se durcit plutôt qu'il ne s'apaise. Téhéran prévoit d'interdire l'accès au détroit aux navires américains et israéliens et d'exiger des compensations des pays jugés hostiles, un texte actuellement examiné par le Parlement iranien. Thomas Warrick de l'Atlantic Council résume les faits à Washington. Au lieu de concessions réciproques, les deux camps augmentent leurs exigences. Les forces navales iraniennes ont par ailleurs frappé des cibles hostiles à l'entrée du détroit selon Fars, provoquant de nouvelles explosions près de l'île de Keshm. Mais l'analyse la plus tranchante vient de Robert Pei, professeur à l'université de Chicago. Trump ne pourra pas accepter un contrôle conjoint irano-omanais pendant plus d'un jour ou deux, puisqu'à l'approche des midterms, il anticipe plutôt une victoire symbolique, la prise du Nil, une tête de pont sur les côtes iraniennes. La puissance aérienne et navale américaine ayant atteint ses limites, il ne resterait à Trump que l'option terrestre, mais ce serait un piège de l'escalade où toute inaction équivaudrait à consacrer l'Iran comme 4e puissance mondiale. Reste une inconnue de taille cependant. Tout accord doit être validé par, vous savez, le guide suprême Mojtaba Khamenei, dont la localisation reste incertaine depuis sa blessure en février. Et Téhéran reconnaît d'ailleurs elle-même que la communication avec lui, je la cite, prend du temps. Ce bras de fer sur un couloir maritime a un miroir, à 10 000 km de là, celui que se livrent Washington et Pékin sur les matières premières qui font tourner notre industrie mondiale. Il y a un an, la rivalité sino-américaine se jouait sur les puces les plus avancées. Hier, jeudi 6 août 2026, elle descend jusqu'au silicium brut et au drone, la preuve que le découplage technologique ne vise plus seulement les sommets de la chaîne de valeur, mais ses fondations mêmes. Regardons les faits d'abord.
puisque selon Reuters, l'administration Trump a annoncé hier un droit de douane de 15% et une série de prix planchers sur les produits dérivés du polysilicium, la matière première des semi-conducteurs et du solaire, au terme d'une enquête de sécurité nationale menée pendant un an par le Parlement du commerce. L'enjeu réel derrière ce texte technique, eh bien, c'est la Chine qui a produit 93,5% du polysilicium mondial en 2024 et 9 des 10 plus gros producteurs de la planète, eh bien, ils sont chinois. Et Washington ne régule pas un marché concurrentiel, il tente de percer un quasi-monopole. Pékin n'a pas attendu 24 heures pour répliquer, signe d'une riposte préparée en amont. Le ministre chinois du commerce a coupé les ponts avec 7 entités américaines liées aux sanctions sur le Xinjiang et durci l'exportation des drones vers les États-Unis en remplaçant les procédures simplifiées par un examen au cas par cas. Un geste calibré et non pas un embargo, mais c'est surtout un rappel. La Chine contrôle aujourd'hui environ 90% du raffinage mondial des terres rares, 80% du tungstène et 60% de l'antimoine. Washington, lui, reste dépendant à 67% des importations pour la plupart des terres rares et à 100% pour le scandium et l'yttrium, deux éléments à usage militaire direct. La grammaire est désormais bien rodée, chaque capitale frappe là où l'autre dépend d'elle et chacune dose la pression pour rester sous le seuil de l'irréparable, cette ligne rouge que ni Washington ni Pékin ne veut franchir avant ses propres échéances politiques. Ce que Bruxelles, Tokyo et Séoul doivent donc en retenir, eh bien, c'est que plus de 80% des entreprises européennes dépendent des chaînes d'approvisionnement chinoises pour le minerai critique de la défense et des renouvelables. Pris entre deux architectures technologiques rivales, les pays tiers n'ont plus le luxe de choisir un camp. 93,5% du polysilicium mondial d'un côté, 100% du scandium et de l'yttrium américain venus de l'étranger de l'autre, deux dépendances qui se répondent et qu'aucun droit de douane ne dissout. Cette guerre des matières premières a un miroir militaire, celle des intercepteurs, où l'Amérique découvre à son tour sa propre dépendance, mais cette fois face à la Russie sur le front ukrainien. Un chiffre suffit à mesurer la symétrie de cette guerre. Mercredi dernier, écoutez bien, l'Ukraine n'a abattu aucun des 24 missiles balistiques russes tirés dans la nuit. 0 sur 24. Ce chiffre a suffi à faire bouger l'OTAN. Mais le problème est d'abord technique, puisqu'un missile comme l'Iskander-M que Moscou tire sur les villes ukrainiennes plonge à plusieurs fois la vitesse du son, ne laissant que quelques secondes pour l'interception. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a reconnu d'ailleurs que l'Alliance s'efforçait de fournir à Kiev les systèmes de défense aérienne dont elle a un besoin urgent. Volodymyr Zelensky, lui, est allé beaucoup plus loin. Il n'a pas exclu que le blocage des livraisons occidentales vise délibérément à rendre l'Ukraine plus disposée à faire des compromis dans d'éventuelles négociations, une accusation directe portée contre ses propres alliés. Le calcul russe, en creux, lui, est documenté. Serhiy Beskretnov, conseiller de Zelensky pour les technologies de défense, estime que la Russie est désormais capable de lancer 100 missiles balistiques par mois contre les infrastructures ukrainiennes, un rythme conçu pour saturer une défense déjà exsangue avant l'hiver. La guerre d'usure est entrée dans sa phase suivante, résume-t-il. Le déficit d'intercepteurs, lui, est chiffré avec précision. Selon Associated Press, les stocks américains de Patriot ont chuté d'au moins 65% depuis le début de la guerre contre l'Iran, plus de 1100 intercepteurs ayant été tirés collectivement par les États du Golfe durant les 3 premiers mois de ce conflit. Résultat pour Kiev, eh bien, les livraisons de missiles de défense aérienne au premier semestre 2026 sont tombées au tiers de leur niveau de 2025. Lockheed Martin ne vise que 2000 unités annuelles d'ici 2030. La première usine Patriot européenne en Allemagne n'ouvrira, elle, qu'en septembre. Sur la licence de production ukrainienne elle-même, Washington navigue à vue. Donald Trump l'avait promise lors d'un sommet de l'OTAN et avant d'affirmer 3 semaines plus tard n'avoir pas encore pris de décision définitive. Reuters confirme d'ailleurs que les discussions se poursuivent autour d'un scénario de fabrication de composants en Ukraine, assemblés ensuite en Allemagne, mais même avec un accord immédiat, les experts évaluent le délai de démarrage en années et non en mois. 100 missiles russes par mois, un tiers des livraisons occidentales de l'an dernier. L'équation qui se joue cet hiver ne se lit pas dans un communiqué de l'OTAN, elle se lit dans ces deux chiffres. Cette même asymétrie
Une alliance qui hésite, un adversaire qui teste ses limites, trouve son prolongement le plus inquiétant à quelques centaines de kilomètres de là, dans la Baltique. Vilnius vient de formuler à voix haute ce que plusieurs capitales baltes redoutaient en silence depuis des mois. Le ministre lituanien de la Défense, Robertas Konas, a averti que la Russie pourrait envisager une opération sous faux drapeau contre un pays de l'OTAN dans la région balte, une attaque dont l'origine serait maquillée pour être attribuée à un tiers. Le scénario révélé par l'agence BNS est très précis. Moscou étudierait une frappe contre des infrastructures critiques baltes à l'aide de drones de fabrication ukrainienne interceptés ou reconstruits afin qu'elles portent la signature apparente de Kiev. L'objectif visé, selon Konas, toujours tester la détermination de l'OTAN à continuer de soutenir l'Ukraine en semant le doute sur l'identité de l'agresseur au moment même où l'Alliance devrait trancher sur une riposte. Le ministre a cependant nuancé: aucune date n'est identifié et le risque d'une attaque conventionnelle directe reste jugé faible. Les services lituaniens échangent activement avec la Pologne et leurs alliés de l'OTAN. Mais ce diagnostic n'est plus seulement celui d'un centre de réflexion. Selon des évaluations du renseignement américain, Vladimir Poutine pourrait tester la détermination de l'OTAN par une attaque limitée, une cyberattaque, des groupes armés non identifiés, voire une incursion terrestre restreinte dans une fenêtre allant de cet automne à 2029. Washington a d'ailleurs révisé son hypothèse de travail cette année, longtemps jugée improbable tant que la Russie restait engluée en Ukraine. Ce scénario gagne en plausibilité à mesure que Poutine, acculé sur le terrain, subit une pression interne croissante pour obtenir une victoire. Heather Conley de l'American Enterprise Institute pose d'ailleurs le nœud du problème comme ça. L'objectif russe a toujours été de fracturer la crédibilité de l'OTAN et de désolidariser les alliés européens des États-Unis, et l'article 5, clair sur une agression militaire directe, reste flou face aux cybermenaces. Le précédent existe d'ailleurs déjà. En 2007, l'Estonie, visée par une vague de cyberattaques russes, avait choisi de gérer la crise seule plutôt que d'invoquer une réponse collective. Ce que ce scénario redoute surtout Leipzig vient de le rendre tangible. En effet, mardi soir dernier, un employé de l'aéroport de Leipzig Hall a repéré un drone chargé d'explosifs sur le tarmac en zone sécurisée à proximité d'un avion cargo de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines. Les démineurs ont dû recourir à un robot pour le neutraliser, et la même nuit, un second objet volant non identifié a percuté un avion cargo contraint d'interrompre son atterrissage. L'appareil endommagé s'est d'ailleurs posé à Hanovre. Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a écourté ses vacances pour gérer la crise et évoquer un nouveau scénario de menace. Dobrindt, d'ailleurs, n'a nommé aucun pays. Mais le précédent parle de lui-même. Les mêmes enquêteurs avaient déjà attribué à la Russie une tentative avortée en 2024 de faire exploser des engins incendiaires à bord de vols cargo DHL dont l'un transitait précisément par Leipzig. Berlin en a tiré une conséquence institutionnelle, un centre conjoint de lutte contre les menaces hybrides inauguré en juin dernier et un avertissement du général Carsten Breuer, chef d'état-major allemand, sur la nécessité de préparer le pays à un conflit sur son propre sol. Et qu'est-ce que cela signifie très concrètement ? Eh bien, l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, la clause, je vous rappelle, de défense collective qui engage chaque membre de l'OTAN à considérer une attaque contre l'un comme une attaque contre tous, n'a pas besoin d'être vaincu militairement pour être neutralisé, puisqu'il suffit de rendre l'attribution impossible, sans agresseur identifiable avec certitude. Eh bien, l'obligation de riposte collective devient politiquement impossible à activer, et ce, quelle que soit la réalité de l'attaque. Mais d'Ormuz à la Baltique, on a vu des règles réinterprétées sous la contrainte, mais jamais rompues frontalement. À Gaza et au Liban, ce même mécanisme atteint son point le plus extrême, un cessez-le-feu qui n'est officiellement jamais violé, mais qui ne protège plus personne. Le chiffre suffit à poser le décor. Depuis l'acceptation du cessez-le-feu en octobre, le ministère de la Santé de Gaza recense au moins 1254 Palestiniens tués et 4121 blessés dans des frappes israéliennes quasi quotidiennes, portant le bilan cumulé du conflit à 73 382 morts. 8 pays arabes et musulmans, la Jordanie, les Émirats, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte,
réunis à Amman, ont condamné une grave violation du droit international et averti que l'escalade sape les efforts du Conseil de la paix piloté par Washington. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a d'ailleurs accusé directement Benjamin Netanyahou de ne pas vouloir la paix. Erika Guevara Rosas d'Amnesty International a qualifié de glaçantes les funérailles collectives de 112 membres des familles Al-Saïnad et Abu Saria, victimes d'une frappe du 23 novembre 2023 qui aurait tué plus de 300 Palestiniens. La récupération des corps a nécessité des mois, les restrictions israéliennes sur l'acheminement de matériel lourd ayant retardé le déblaiement de décombres sous lesquels des milliers de corps resteraient encore piégés. Amnesty International exige d'ailleurs un accès d'urgence pour les enquêteurs de l'ONU conformément aux ordonnances de la Cour internationale de justice. En Cisjordanie, la campagne israélienne d'arrestation et de démolition s'est poursuivie hier, jeudi 6 août 2026. 17 Palestiniens arrêtés, une opération de plus de 22 heures dans le camp de Kalindiya, ayant fait d'ailleurs 51 blessés selon le gouvernorat de Jérusalem et des colons armés ayant incendié 5 maisons à Kirbet Touba. Au Liban, le 7e cycle de négociations directes s'est achevé hier jeudi à Rome, sans percée mais pas sans résultat. Les deux délégations ont engagé des discussions sur un projet d'accord de sécurité et réalisé un relevé cartographique des zones occupées en vue d'un calendrier de retrait progressif mais sans s'accorder sur le mécanisme de vérification. Le Liban a confirmé son intention de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir une résolution servant de référence pour l'après-finule. Un huitième cycle d'ailleurs de négociations de pourparlers est prévu le 1er septembre prochain, un délai que le quotidien L'Orient le Jour résume sans détour. Le Liban dispose de 4 semaines pour convaincre ou voir l'option militaire reprendre le dessus. Sur le terrain, l'écart entre la table des négociations et la réalité reste total. De nouvelles frappes ont visé Mansouri et Tyr jeudi, faisant au moins 8 blessés en riposte à une explosion ayant tué 2 soldats israéliens près de Majd el-Zoun, sans revendication du Hezbollah à ce stade. Depuis le 2 mars, le ministère libanais de la Santé recense plus de 4300 morts et 12 250 blessés. Israël, de son côté, conditionne tout nouveau retrait au désarmement préalable du Hezbollah. Sur le plan judiciaire, 2 dossiers se répondent en miroir. Human Rights Watch a qualifié de crime de guerre la frappe israélienne qui a tué en avril dernier la journaliste libanaise Amal Khalil, les secours ayant été empêchés d'intervenir pendant des heures alors qu'elle était vraisemblablement encore en vie. En Cisjordanie, un colon a pour la première fois été inculpé pour la mort d'un Palestinien depuis le 7 octobre 2023, celle du militant Haddad al-Atlem. B'Tselem, une ONG israélienne, qualifie d'ailleurs ce geste d'exceptionnel après au moins 1100 morts palestiniens recensés sur la période. 8 blessés à tir le jour même où les négociateurs quittaient Rome sans accord. Un enfant tué en moyenne chaque jour à Gaza depuis 10 mois, le cessez-le-feu sur le papier, lui, tient toujours. Mais cette même logique du déni, c'est-à-dire affirmer qu'une règle tient pendant que les faits la contredisent, eh bien, trouve son pendant à Washington même, où le président dément ce jour ce que ses propres généraux documentent en interne. Trump vient de démentir publiquement un chiffre que son propre camp semble redouter de voir confirmé. Le Washington Post a révélé une dispute ouverte entre le président et son secrétaire à la guerre Pete Hegseth lors d'une réunion à Camp David le 31 juillet dernier, portant précisément sur les pénuries de munitions consécutives à la guerre contre l'Iran, un différend suffisamment sérieux pour alimenter dans la foulée des rumeurs de limogeage. Les chiffres cette fois viennent d'une source vérifiable et indépendante. Le CSIS estime qu'à la fin juillet, les États-Unis ne disposaient plus que de 759 à 827 missiles Patriot, soit environ un tiers du stock de 2330 unités disponibles avant le conflit. Mark Cancian, colonel des Marines à la retraite et conseiller senior au CSIS, évalue à 60% la part des stocks de THAAD déjà consommés. Le stock de Tomahawk, lui, est passé d'environ 3000 à 2000 unités. Sa reconstitution complète prendra environ 5 ans. Une bonne partie des commandes de reconstitution restant non encore approuvées par le Congrès. Le même militaire à la retraite anticipe d'ailleurs que le Pentagone conservera désormais ses patriotes
plutôt que de les transférer à l'Ukraine où le déficit d'intercepteurs est pourtant déjà critique. La réaction présidentielle a donc été frontale, presque disproportionnée au regard du sujet. Sur Truth Social, Donald Trump a qualifié ces informations de totalement infondées, promettant des peines de prison de longue durée contre toute fuite et dénonçant une trahison, une ligne de défense qui se durcit à mesure que les sources se recoupent, alors que Pete Hegseth lui-même avait qualifié ces pénuries de fabrication de toutes pièces dès juin dernier. Trump a mis en avant l'arrestation de l'ex-président vénézuélien Maduro et les frappes antinucléaires iraniennes comme preuve du succès de Hegseth, qu'il dit pleinement satisfait. Un second élément de l'enquête du Post est clair, le calcul politique derrière ce déni. Selon le journal américain, Trump aurait évoqué en privé, avec des donateurs reçus au bureau ovale il y a 2 semaines, la nécessité de préparer l'élection de J.D. Vance en 2028, considéré aux côtés de Marco Rubio comme son successeur naturel. Discuter d'un après-Trump implique, en creux, de préserver un bilan présentable. Mais ce que les chancelleries doivent retenir, eh bien, c'est moins la véracité du chiffre, puisque désormais documenté par un think tank indépendant et non plus seulement par des sources anonymes, eh bien, c'est que la nervosité qu'il révèle au sommet de l'exécutif américain, à un moment où Washington négocie simultanément sur Hormuz, arbitre sa posture face à la Chine et prépare déjà en coulisses sa propre succession. Un exécutif qui menace de prison ceux qui documentent ses propres chiffres est un exécutif qui sait que le rapport de force s'est retourné contre lui. Cette même Amérique, qui dément l'épuisement de ses stocks militaires, a la semaine dernière discrètement fait supporter à un allié le coût d'une décision qu'elle seule avait prise, mais cette fois sur le marché des changes. Washington a testé une méthode d'intervention monétaire inédite depuis plus d'une décennie et l'a fait sans en avertir Francfort avant coup. Selon le Financial Times, la Réserve fédérale de New York a vendu des euros et non des dollars pour acheter entre 5 et 10 milliards de dollars de yens via Goldman Sachs et Morgan Stanley lors d'une opération exécutée les 31 juillet et 1er août. La devise japonaise évoluant alors près de son plus bas niveau en 40 ans, la BCE n'a été informée qu'après coup, puisque Christine Lagarde et le secrétaire au Trésor Scott Bessent n'ont échangé sur le sujet que le lendemain, une fois la transaction réalisée. Bessent lui-même n'a pas nié la manœuvre, puisqu'il a assuré aux responsables européens que cette vente d'euros n'était qu'une simple réallocation de réserves, une formule qui en creux confirme le calcul sous-jacent. Car la logique est limpide. En vendant des euros plutôt que des dollars, Washington évite de faire pression à la baisse sur sa propre monnaie et surtout n'a pas besoin de liquider ses propres bons du Trésor pour financer l'opération, ce qui aurait mécaniquement fait grimper des rendements américains déjà sous tension. L'euro absorbe le choc à la place du dollar. Nigel Green, PDG du cabinet de conseil financier de Vergroup, a résumé l'enjeu dans une note largement reprise. Les marchés traitent cela comme une simple question de change, mais c'est bien plus vaste que ça. Plusieurs hauts responsables de la Banque centrale européenne partagent cette lecture. Ils y voient une rupture inédite des conventions de coopération monétaire occidentale, non pas illégale, mais sans précédent dans sa forme, un allié mobilisé sans consentement pour absorber le coût d'une politique décidée à Washington. Tokyo, de son côté, dispose désormais d'un filet de sécurité que Bruxelles n'a pas. Le mécanisme FIMA de la Fed lui permet d'emprunter des dollars en nantissant ses propres bons du Trésor américains sans avoir à les vendre. Un dispositif bilatéral réservé au couple Washington-Tokyo qui laisse l'Europe hors du cercle des arrangements privilégiés. Scott Bessent et son homologue japonais Suzuki Katayama ont prévenu le 3 août dernier qu'ils n'hésiteraient pas à recommencer au besoin. D'Ormuz à Francfort, le mécanisme se répète à l'identique. L'unilatéralisme américain progresse par des moyens qui n'enfreignent aucune règle écrite, simplement parce qu'aucune règle n'avait jamais anticipé qu'un allié puisse être mobilisé sans consentement pour porter le coup d'une décision qui n'était pas la sienne. D'Ormuz à Francfort, le mécanisme se répète et devrait se poursuivre.